Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour commenter cette première partie du championnat du monde qui se déroule du 24 novembre au 16 décembre et qui oppose le Norvégien Magnus Carlsen, tenant du titre, au Russe Jan Nepomniachtchi, vainqueur du match des candidats à l'Ekaterinbourg en avril 2021. À ce titre, j'ai une pensée pour notre champion français Maxime Vachier-Lagrave qui était très près de se qualifier, il avait terminé deuxième de ce même tournoi. Mon objectif pour cette partie et les suivantes est de vous apporter un éclairage pédagogique. L'idée est d'apprendre de la part de ces champions quelques éléments techniques qui peuvent vous servir pour vos propres parties. Et j'effectuerai donc quelques arrêts sur image sur des moments importants et solliciterai même votre réflexion. Alors pour des analyses plus détaillées, vous avez à votre disposition d'autres vidéos très bien faites que vous pourrez trouver sur internet. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installé dans votre fauteuil? Alors c'est parti. Imaginez-vous donc à la place de ces deux joueurs. Beaucoup d'excitation bien sûr, mais surtout le souhait d'en découdre rapidement et de se mettre tout de suite dans l'ambiance de ce championnat du monde. Pour l'heure, la première question que l'on peut se poser, par quel début le Russe va-t-il bien commencer? Eh bien, il décide de jouer le coup de pion du roi, E4. Ce sera l'ouverture du pion roi, E5, cavalier F3, les réponses ici fusent, cavalier C6, fou B5, ce sera une espagnole, A6, fou A4, cavalier F6, attaque le pion E4, petit roc. Et là, un premier message de la part de Carlsen. Il a la possibilité de prendre le pion E4 et de jouer une espagnole ouverte, avec l'idée tour E1 et pression sur le cavalier et sur le pion E5. Mais ici, il décide de jouer une espagnole fermée. Il a l'habitude de jouer ce système. Alors, que jouer avec les blancs? Eh bien, tour E1 pour protéger bien sûr le pion. B5, fou B3, roc. Arrêt sur image ici. C'est un moment important. Les blancs ont la possibilité de jouer différentes coups. Notamment, ici, ils décident de jouer H3. Un moment théorique donc important. Nepomniachtchi choisit de jouer le système anti-Marshall. Alors, si cela ne vous dit rien, eh bien, écoutez, je vous propose une petite parenthèse sur ce sujet. Le Gambit Marshall, en fait, se présente de la manière suivante. Déjà, pour savoir ce qu'est un anti-Marshall, il faut déjà savoir ce que c'est une Marshall. Donc ici, après roc, les blancs ont l'opportunité de jouer le coup C3, qui est la variante principale normalement, avec pour idée de jouer D4. Et obtenir ainsi un duo de pions central. Cette formation est tout à fait jouable bien sûr pour les blancs. Il y a un débat assez consistant. Par exemple, sur ici la réponse classique D6, on pourrait jouer D4 et les noirs pourraient continuer par fou G4. Mais les noirs ici ont l'opportunité de jouer D5. Et cela annonce le Gambit Marshall. La pression sur E4 est double. Cela force quelque part les blancs à prendre le pion D5, cavalier prend D5, et surtout à prendre le pion central, E5, et ainsi à obtenir un pion de plus. C'est le fameux Gambit Marshall. Ici, cavalier prend, tour prend, C6. Il y avait une pression double sur le cavalier. Donc C6 pour le protéger et ainsi conserver le fou pour sa diagonale. Et après D4, fou D6. Et là, tout l'intérêt du Gambit Marshall est d'obtenir, après l'attaque de la tour et le retrait en E1, une pression assez désagréable dans le camp du roi blanc, car H2 est visé, et les réponses blanches telles que G3 affaiblissent la périphérie du roi, il n'y a pas de fou G2. Et si H3, eh bien, le fou pourrait éventuellement se sacrifier et nous obtenirions ici des positions très complexes. Et pour une première partie, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Eh bien non, en tout cas c'est la décision de Nepomniachtchi. Il décide donc d'éviter cette variante et de jouer H3. En quoi ça évite cette variante? Eh bien regardons à nouveau la même formation, c'est-à-dire une attaque double de la part des noirs sur E4. Voilà. Qui va forcer les blancs à prendre. Après cavalier prend D5, les blancs vont prendre le pion E5, cavalier prend, nous obtenons à peu près la même position, à la différence près, et c'est là où je vais vous solliciter. C'est quoi cette différence justement?
qui fait que cette situation est moins intéressante à jouer pour les noirs que l'autre position que je vous avais montrée. Mais la grande différence, c'est justement le pion C2 ici, qui n'a pas bougé. Tout à l'heure, il était en C3, et là, il est en C2. Donc ce petit temps va être particulièrement bénéfique pour les blancs, qui vont préférer plutôt jouer KVC3, un coup de développement, et là, ça change toute la donne. Après KVC3, la pression sur le cavalier reste tonique. Le fou va en D6 pour revenir à cette position précédente, tour 1. Et on voit maintenant que la situation de jouer par exemple Dame H4 est beaucoup moins intéressante, car la pression sur H2 n'est pas immédiate, et le cavalier peut être pris ici. Après cavalier prend D5, certes nous avons fou prend H3, mais je vous laisse le soin après cavalier E3 d'analyser par vous-même. Cette situation est tout à fait favorable pour les blancs. Ça serait intéressant d'ailleurs pour vous de regarder un petit peu comment vous allez défendre cette position, mais sachez qu'en tout cas, c'est une bonne position pour les blancs. Donc, si Dame H4 n'est pas possible, on pourrait encore regarder par exemple cavalier F4. Et ici, D4 peut être joué, Dame G5 pour menacer mat. Mais Dame F3 est un coup relativement simple qui protège le pion G2, qui protège voilà, cette situation, mais qui protège, mais surtout qui attaque aussi le cavalier F4, car il est cloué par le fou. Donc en fait, les blancs n'ont pas trop de difficultés au niveau du développement de leur pièce, ce qui leur assure un bon jeu. Voilà pourquoi H3 est joué, pour éviter cette variante aiguë dès le début de ce match. Alors ça, c'est le premier message de Nepomniachtchi. Mais alors, ce qui est génial, c'est que Carlsen va répondre par un autre message. Il va lui dire, écoute, dans ce cas de figure, moi je te propose de jouer non pas le coup fou B7 qui est habituel dans cette variante, c'est de jouer cavalier A5. Et donc, choc, peut-être pour Nepomniachtchi, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette ligne est très peu habituelle. Et c'est pour moi un deuxième moment fort de la partie au niveau psychologique. Carlsen sort donc très tôt de la ligne habituelle. Cette option, préparée certainement avant le match, a le principal mérite de préserver Magnus d'une éventuelle nouveauté théorique préparée par Nepomniachtchi sur la ligne classique de cette défense espagnole. En effet, la probabilité pour que les blancs connaissent à fond cette variante secondaire est faible, ce qui devrait permettre à Carlsen de tirer son épingle du jeu pour cette première partie. C'est en tout cas ce qu'il espère. Alors, l'idée technique est donc d'effectuer un gambit, comme pour le gambit Marshall, mais enfin, c'est un autre type de gambit, c'est-à-dire offrir un pion dès le début, afin d'obtenir un jeu de pièces plus agréable que son adversaire. Le débat tournera ensuite sur qui aura raison. Celui qui aura le pion de plus, éventuellement en finale, ou celui qui aura la meilleure coordination des pièces. Là, ça va être passionnant. Alors, ici, après cavalier A5, les blancs relèvent le défi, prennent le pion central, très rapidement, hein, il n'a pas l'air décontenancé Nepomniachtchi. Cavalier prend fou, donc là, les noirs prennent le fou et obtiennent ainsi la paire de fous. Fou B7. Les noirs développent leur pièce et attaquent le pion E4. D3 est joué. Vous pourrez par la suite éventuellement voir le coup plus entreprenant qu'AVC3 si vous avez envie de jouer ça avec les blancs. Mais ici, D3 est joué. Alors là, c'est un autre moment important. Et c'est une phase que je vais vous demander de bien réfléchir, c'est-à-dire de mettre en pause. C'est un arrêt sur image en quelque sorte. Vous devez réfléchir à cette position et vous mettre à la place de Carlsen. Comment jouer cette position? Quelle réplique donner avec les noirs? Quelle orientation donner puisque les noirs ont un pion de moins? Alors, n'hésitez pas donc à cliquer sur pause. La réponse ici est de jouer D5. Alors pourquoi ce coup est si intéressant? En fait, vous avez un pion de moins, il va falloir jouer dynamique. C'est-à-dire développer vos pièces au maximum, jouer avec vos pièces pour poser des problèmes à votre adversaire. Il s'avère que le temps que les blancs ont mis pour prendre le pion, ils se retrouvent en retard de développement.
vous remarquez que le cavalier est centralisé, mais que les autres pièces, à part la tour 1, n'ont pas véritablement joué. Par conséquent, si l'on compare avec le jeu noir, cavalier développé, fou développé, fou développé, les noirs possèdent ici un développement supérieur. Et le jeu normal est d'ouvrir la position. D'ouvrir, pourquoi? Parce que justement, si vos pièces sont mieux développées, vous allez mieux exprimer vos pièces si le jeu s'ouvre, s'il y a plus de diagonales et de colonnes à votre disposition. L'outil principal pour ouvrir le jeu, c'est D5. Ici, c'est votre levier. C'est un outil important, économique, parce que ça n'engage qu'un pion et non le sacrifice d'une pièce. Donc ici, D5 est logique. Les noirs cherchent à ouvrir le jeu pour faire mieux exprimer leurs pièces. La pression sur E4 est assez intense. Il n'est pas question pour les blancs de surprotéger le pion E4 par F3, par exemple, ce qui serait vraiment pas très logique en raison de l'affaiblissement du roi blanc ici. Mais c'est surtout le problème de développement qui pose un sujet de préoccupation pour les blancs. Donc, ils vont chercher plutôt à maintenant résoudre le problème du pion E4 par la prise ici du pion D5. En prenant de cette manière, ils assurent ainsi une liaison entre la tour et le cavalier, mais bien évidemment, les noirs sont plutôt contents de cet aspect, puisqu'ils vont pouvoir reprendre avec quoi? Vous l'avez bien deviné, reprendre avec la dame, puisqu'ils accélèrent ainsi le développement de leur pièce. Les deux tours sont liées chez les noirs, et on voit bien que les deux tours blanches ne sont pas liées. Il y a encore la dame à sortir, le fou et le cavalier. Donc, le débat se déroule autour Nepomniachtchi, moi j'ai mon pion de plus, et Carlsen, moi j'ai une meilleure coordination, un meilleur développement. Donc c'est un temps fort, et je vais encore poursuivre sur le raisonnement. Que vont jouer les blancs ici? Il faut qu'ils rattrapent du développement. C'est-à-dire qu'il faut essayer de récupérer un petit peu du développement, c'est-à-dire essayer d'avoir une pièce supplémentaire en jeu. Et là, ils vont amener l'idée que j'ai un pion de plus, donc je propose l'échange des dames. Voilà, là c'est important. Vous proposez l'échange des dames pour réduire le contre-jeu adverse noir, car si on échange les dames, il y aura peut-être moins de venin, moins de problèmes à résoudre pour les blancs. Et en même temps, en proposant l'échange des dames, on attaque la pièce ici noire et on pose une question à l'adversaire. Fou D6 est joué, donc les noirs ne veulent pas prendre la dame, ils ne veulent pas faciliter le jeu blanc, ils posent plutôt une question sur le cavalier. Arrêt encore sur image. Quel coup pourriez-vous envisager du côté blanc? Là, c'est une phase de calcul que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à rester en pause pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour trouver le coup. C'est très intéressant au niveau du calcul de variante. Les blancs décident de jouer roi F1. Si vous prenez directement la dame, finalement, les noirs vont obtenir l'objectif qu'ils s'étaient assigné, c'est-à-dire centraliser le cavalier, et avoir l'option d'aller en B4 pour attaquer éventuellement C2. Et les deux tours, ou la tour 8 par exemple, peuvent faire pression sur le cavalier. Bien. Les blancs ne veulent pas jouer cette idée, ils veulent que ce soit les noirs qui prennent la dame. Donc ici, on aurait pu avoir tendance à dire je vais développer une pièce pour attaquer la dame et dire voilà, si jamais dame prend dame, je reprends avec le cavalier et puis la situation finalement est assez correcte. On peut voir que les blancs n'ont plus que leur fou à jouer et ça peut convenir. Donc ici, roi F1 a été joué parce que sur cavalier C3, il y a ce fameux coup que vous avez vu tout à l'heure, dame prend E5 avec attaque de la tour et attaque de la dame. C'est un coup tout à fait typique lorsque vous avez une avance de développement. La combinaison arrive parce que vos pièces sont bien coordonnées.
on va pouvoir remarquer que si dame prend fou, eh bien dame prend tour, sanction immédiate avec mat. On va pouvoir aussi remarquer que si jamais tour prend dame, il y a fou prend dame. Et là, malheureusement pour les blancs, la tour étant attaquée, celle-ci doit se retirer. Et le fou peut légalement se retirer. Et vous pouvez remarquer que les blancs ont 2 pièces mineures, alors que les noirs en ont 3. Il y a une pièce de plus pour les noirs. Sans trop grande difficulté pour les blancs à gérer cette position, puisque le fou peut jouer rapidement. Donc ce coup naturel KVC3 n'est pas possible. On pourrait envisager un coup fou F4, développer une pièce, mais dans ce cas de figure, vous avez dame prend, G prend, et ici, ce coup ici tout simplement, eh bien on pourrait même faire fou prend F3, et après fou prend fou, les blancs pourraient tout simplement perdre leur avantage d'un pion, et ce n'est pas de leur goût. C'est simplement, il y aurait égalité, pas de problème particulier pour les noirs. Donc, les blancs ne veulent pas prendre la dame, je vous l'ai dit, parce que ça va centraliser le cavalier. Alors ils décident de jouer le petit coup roi F1. Ils disent, c'est toi qui dois prendre ma dame, parce que maintenant je te menace de jouer cavalier C3. Voilà, je n'aurai plus de problème. Donc, vous êtes exposé à cette situation, qu'allez-vous jouer? Et là encore, c'est une phase de calcul que vous devez engager. Vous mettez sur pause et puis vous réfléchissez pour trouver le coup. Si vous le trouvez, vous êtes génial. Alors, ici, les noirs décident, on va regarder les différentes possibilités. Par exemple, si dame prend dame, ben c'est ce que veut un petit peu Nepomucci, parce qu'après cavalier prend F3, fou prend cavalier, pion prend. Bon, vous avez certes ici des pions dénaturés, c'est-à-dire pion doublé, plus pion isolé, mais ça ne pose pas trop de problème aux blancs, car les 3 pions ici sont certes sains, mais il n'y a pas de possibilité pour les noirs de se créer un pion passé. Et le jeu des blancs avec KVC3, le fou qui s'en va, en E3 par exemple ou G5, ça n'a pas l'air trop de poser de problème aux blancs. Donc cette situation est intéressante pour les blancs. Donc, pas question ici de prendre la dame. Autre possibilité, ce serait de faire le coup dame prend cavalier, pardon. Mais là, il y a dame prend fou. Et ici, cette situation de dame H2, pour essayer de mettre en difficulté le roi blanc, il faut faire attention à ce type de manœuvre quand même. Eh bien, les blancs ont l'antidote, c'est de jouer dame F3. Ça, c'est intéressant pour voir comment vous pouvez mettre à l'abri le roi blanc. La tour vient ici pour empêcher la case de fuite du roi. Lorsque vous attaquez le roi, vous essayez aussi d'empêcher la case de fuite. Maintenant, la menace, c'est quand même mat. Mais là, vous avez l'opportunité de jouer une sorte de pont du Sénat, ça c'est un terme que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire un bouclier protecteur qui empêche la tour de pouvoir gêner la fuite du roi. Et maintenant, dame H2 n'a plus la même saveur, puisque roi E2 peut permettre celui-ci de s'échapper, et surtout, vous avez la possibilité de venir par exemple en 2-2, il n'y a plus trop d'attaques de la part des noirs. Donc, l'opportunité de jouer dame prend cavalier ne convient pas. L'opportunité de prendre la dame ne convient pas. Alors on pourrait jouer tour E8. Mais là, s'effectue la manœuvre. Je joue KVC3 et je n'ai pas peur donc de dame prend cavalier pour la bonne raison que je vais ici prendre la dame. Et si fou prend, eh bien, tour prend tour. Bon, on va reprendre avec le cavalier. Au passage, c'est intéressant d'avoir repris du pion A en B3. Parce que vous voyez, ce pion A6, il est une cible. Donc ça veut dire que la tour ne peut pas s'en centraliser sous peine de perdre le pion A6. Donc par exemple, cavalier prend E6, et puis maintenant pion prend. Et là, on peut dire que les blancs sont plutôt contents. Ils ont toujours leur pion de plus. Et il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a des petites menaces qui arrivent, comme cavalier prend B5. Le pion A6, une cible.
Bon, voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour les blancs. Alors que jouer? Que jouer? C'est là la difficulté. Eh bien, Carlsen a trouvé une idée superbe, c'est tour B8. Tour FB8. Pas celle-ci, toujours pour la raison que le pion A6 peut être sensible. Donc ici, tour B8, excellemment bien joué, excellemment bien calculé si vous l'avez trouvé. Maintenant, après ce coup, il y a du danger parce que si cavalier C3 de la part des blancs, les noirs ont l'opportunité de jouer dame prend E5, tour prend E5, fou prend, et sur tour revenir en B7. Avec une pièce de plus, les noirs peuvent être très contents de cette affaire. Donc ici, si fou F4, eh bien dans ce cas de figure, vous avez ce petit coup d'écart, dame C5, qui permet d'attaquer la cible C2, mais également d'attaquer la dame. Et on voit bien l'intérêt d'avoir mis la tour pour protéger le fou. Donc dame E2 par exemple, et tour E8, et le jeu est tout à fait agréable pour les noirs. Donc ça ne joue pas à grand chose, vous savez, hein, ces positions. Mais encore une fois, on sent que la coordination des pièces noires est supérieure à celle des blancs, donc il faut que les blancs jouent de manière très précise. Il décide ici de relâcher la pression et d'abandonner le combat quelque part du centre, c'est-à-dire d'apprendre la dame et d'accepter la centralisation du cavalier. Alors, la position ainsi obtenue est malgré le pion de moins proche de l'égalité car les pièces noires sont mieux placées au centre. Et il est difficile pour les blancs de chasser le cavalier D5 par C4 sous peine de dégrader leur structure de pion du côté de l'aile dame. Voilà, c'était des moments forts qu'il faut ici privilégier au niveau de votre réflexion. Je vais poursuivre ici par des coups fou D2. Donc les blancs jouent prudemment, ils essayent d'empêcher cavalier B4, pardon. C5, activation de la majorité, cavalier F3, tour D8. Il y a d'autres coups, mais je ne vais pas trop m'attarder. Les analyses détaillées sont sur d'autres vidéos. Je vais plutôt m'orienter ici vers une position qui peut être très instructive, tour D8. Ici, cavalier C3, donc les blancs privilégient le développement. Cavalier B4, c'est normal, on attaque la cible C2. Tour E C1, tour A C8, cavalier E2, cavalier C6, fou E3, cavalier E7 et fou F4. Là, c'est là où je veux vous emmener. Un autre arrêt sur image. Vous avez les noirs. Et ici, il va falloir réfléchir car vous avez l'opportunité d'obtenir une position satisfaisante, malgré le pion de moins. Mais de quelle manière? Alors, cette phase est intéressante parce que les noirs vont se créer des cibles. Comment se créer des cibles? Eh bien, vous allez voir. Ils vont commencer par fou prend, cavalier, donc ils abandonnent leur fou. À juste titre, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier que le pion A6 est sous pression. Donc, avant de prendre le cavalier, il faut évidemment, en tout cas, voir les conséquences de cette prise et savoir comment résoudre le problème du pion A6. Bon. Mais en prenant le cavalier, vous dénaturez la structure de pion. Ça, c'est clair. D'accord? Pion H3 isolé. Pion F doublé. Et vous créez des cibles. Cible, ça veut dire que celui-ci est isolé, donc il peut être attaqué facilement. Et ce pion doublé peut être aussi une cible, car le pion F2 ne peut pas bouger, et ce pion directement attaqué. Car il n'est pas protégé par un autre pion. Voilà. Donc, Carlsen crée cette cible, okay, et après il décide de prendre. C'est donc une série de coups forcés. Mais avant de faire ça, évidemment, il fallait qu'il tienne compte, comme je vous l'ai dit, du pion A6, qui est lui-même une cible devant une colonne semi-ouverte. Et là, il joue tour C6. Donc, il protège latéralement le pion. Il a créé des cibles ici en F3 et H3, des cibles évidentes. Mais est-ce que cela suffit pour s'engager vers une finale presque, puisqu'il y a eu pas mal d'échanges? Alors, il y a d'autres éléments à ajouter dans cette réflexion. Si vous créez des cibles, c'est bien gentil, mais il faut savoir les exploiter.
Et qui peut exploiter ces cibles? Eh bien, vous avez le cavalier ici, qui peut très bien obtenir des possibilités pour exploiter ces cibles. De quelle manière? Vous avez ici le cavalier qui peut venir en F5 et exploiter l'avant-poste ici D4 pour attaquer la cible F3, mais également sensibiliser la cible C2, qui va mobiliser peut-être la tour à protection. Donc ce cavalier a des objectifs bien précis selon les cibles. Donc c'est bien gentil de créer des cibles, mais il faut aussi pouvoir s'en nourrir et alimenter ainsi le contre-jeu des noirs. C'est le cas ici, le cavalier peut obtenir des cases intéressantes. Vous avez aussi l'opportunité d'amener le cavalier en H4, éventuellement d'attaquer la cible F3. Donc Carlsen se base sur ce contre-jeu s'est basé sur ce contre-jeu pour engager cette série de coups concrets. Ici, fou prend, pion prend. Voilà. C'est un moment fort, à mon avis, de la partie. Donc, pour la suite, eh bien, les blancs ont joué tour 1. Cavalier F5, c'est logique. On enlève le cavalier. Ce cavalier a le mérite de continuer à protéger la case 7, mais aussi de viser la case D4 ou H4, comme je vous l'ai précisé. Cela a une conséquence directe, ça c'était beaucoup plus masqué, car cet avant-poste est très gênant. Et souvent, pour éviter que les pièces utilisent cet avant-poste, on essaye d'avancer le pion. Et là, on s'aperçoit qu'en avançant le pion, eh bien entendu, ce pion D3 devient une cible. Alors ça, c'est beaucoup plus masqué et très intéressant au niveau pédagogique et technique. C'est lié à l'avant-poste. L'avant-poste D4, qui peut être utilisé, pose des problèmes de jeu au blanc. On voit bien que le rayonnement du cavalier dans le propre camp blanc pose des problèmes. Par conséquent, pour anticiper, il faut jouer C3. Mais l'inconvénient arrive, c'est le problème du pion D3 qui devient une cible sur la colonne semi-ouverte D3. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'une autre cible apparaît. Donc maintenant, il y a 3 cibles ici, 3 pions qui peuvent être en difficulté et qui vont nourrir le contre-jeu des noirs. Je vais poursuivre ici, cavalier H4, tour E3 pour protéger le pion. Alors, le pion F3 bien entendu. Cette tour, Nepomniachtchi souhaite la conserver parce qu'il a une pression sur le pion A6. Donc il va demander à cette tour de travailler pour protéger les pions F3 et D3. Maintenant, ici, roi F8 a été joué. Alors on va voir qu'il y avait un meilleur coup. Après roi F8, en fait, les blancs cherchent à se débarrasser de ce cavalier qui certes est à la bande de l'échiquier, mais qui pose un problème parce qu'il mobilise la tour à la protection du pion F3. Donc là, il gêne donc le cavalier, il propose l'échange, refusé bien entendu par le cavalier en F5. Ce cavalier quand même est bien plus fort que le cavalier G2. Remarquez, il peut attaquer la tour, revenir éventuellement en H4, faire pression pour empêcher le pion d'aller en D4. Donc ce cavalier est bien plus fort que ce cavalier proche du roi blanc, certes, mais qui n'a pas d'influence au niveau du centre. Et là, les blancs ont l'opportunité, parce que là c'est problématique quand même, si la tour s'en va, le pion D3 peut être en prise. Mais les blancs ont l'opportunité de jouer tour E5, d'attaquer le cavalier, ce qui va impliquer G6, et ensuite d'amener le cavalier en E1, et de protéger le pion D3. Cela aurait pu être évité si, cette défense en tout cas, si les noirs avaient eu l'idée de jouer G6 tout de suite. Si les blancs envisagent maintenant cavalier G2 d'échanger le cavalier, dans ce cas-là, le cavalier aurait pu venir en F5, attaquer la tour et problème, car maintenant tour E5 n'a aucune valeur puisque le pion D3 serait pris sans problème pour le cavalier qui, lui, est bien protégé par le pion G6 et sans difficulté sur le mat du couloir puisque G6 a porté la case de fuite G7. Voilà donc un élément important par rapport à roi F8 qu'il fallait ajouter. Roi F8, ok, mais G6 peut être plus intéressant. Nous allons poursuivre. Cavalier G2, donc proposition d'échanger le cavalier. Dans ce cas de figure, n'oubliez pas,
vous vous dites, est-ce que le cavalier G2 est plus fort que le cavalier qui va en F5? Voilà, et vous avez compris qu'il vaut mieux conserver le cavalier. Tour E5, G6, cavalier E1. Et là encore, ça serait bien, ça serait un élément aussi intéressant. Que jouer avec les noirs? Et là, c'est toujours pareil, vous avez toujours un pion de moins, mais vous avez l'initiative. Mais pour trouver le coup noir, il faut repérer que l'échiquier est donc un territoire, ça vous le savez, et qu'il faut chercher à rentrer dans le territoire. Et là, il faut un petit peu rêver et vous dire qui pourrait rentrer dans le territoire, qui pourrait attaquer les cibles. Eh bien, le cavalier, mais par où? Eh bien, dites-vous bien, où est-ce que j'aimerais bien mettre le cavalier? Et peut-être que le placer en F4 serait super. Il attaquerait le pion D3 et le pion H3. Mais comment faire pour y arriver? Eh bien, dans ce cas de figure, vous comprenez que si jamais le cavalier vient en F4, évidemment, le jeu blanc pourrait être en difficulté. Eh bien, on va comprendre le coup cavalier G7. C'est du recyclage, en fait. Cavalier G7 permet d'arriver sur la case 6, et pourquoi pas sur la case F4. Et ça, si jamais le cavalier arrive en F4, c'est pas mal. Bon. Il y aura un petit problème technique à résoudre, on va voir. Donc cavalier G7, tour E4. Ce petit problème technique, c'est que justement, il ne peut pas venir là parce qu'il y a la tour. Et là, les noirs décident de jouer F5, ce qui empêche la tour de pouvoir rayonner tout au long de cette rangée, en fait. Car si elle commence à venir en F4, elle n'a pas beaucoup de cases, ça serait un petit peu embêtant. Donc les blancs vont venir en E3, et maintenant se justifie l'idée que cavalier E6, puisque cavalier F4 est menace de rentrer dans le camp blanc. On peut remarquer que la tour C6 est particulièrement bien placée, elle protège le pion A6 et en même temps protège l'arrivée du cavalier en E6. Donc les pièces noires sont plutôt bien coordonnées, comme on peut le remarquer, et les pièces blanches, elles, sont amenées ici à jouer cavalier GE2 pour empêcher le cavalier dans les F4, ça c'est clair. Et ce cavalier n'a pas beaucoup d'action en fait dans le centre, vers le centre, et Nepomniachtchi est obligé quelque part de défendre cette position. Mais le débat est toujours intense parce que les blancs ont toujours ce pion de plus. Et là arrive encore un autre arrêt sur image, là, parce que évidemment, il faut poursuivre avec les noirs. Les blancs essayent d'avoir une position étanche, un territoire où on ne rentre pas chez eux. Et les noirs toquent à la porte. Mais de quelle manière? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Là, à nouveau, vous allez avoir une thématique liée à « je veux créer des cibles dans ton camp, je veux t'affaiblir ». Et c'est là que l'initiative va avoir toute son importance. Comment affaiblir? Je vous ai dit, la création par les pions, les leviers peuvent amener cela. Et là, vous avez B4 qui a été joué. Pourquoi B4 est si fort? C'est parce que vous avez ici une majorité 4 pions contre 3 et que les noirs vont chercher à trouer cette position. Parce que tant que cette majorité est alignée de 3 pions, vous avez un contrôle des cases ici assez conséquent. Donc l'idée des noirs, c'est de trouver cette position, c'est de questionner le pion C3. Là, c'est une phase technique extrêmement utile pour cette partie, mais aussi pour votre propre jeu. Et pourquoi c'est intéressant de questionner le pion C3? C'est parce que le choix des blancs d'avancer ou de prendre est problématique pour eux. Si jamais ils avancent en C4, on voit bien que cette structure de pion, quelque part, a été dégradée. Pourquoi? Parce que le cavalier peut rentrer sur la case D4, et vous pouvez remarquer que la cible F3 est attaquée, mais également la cible B3 et la fourchette en C2. Cela pose des problèmes de jeu aux blancs, et ils n'ont pas de contre-jeu adéquat par rapport à ces attaques simultanées du cavalier.
Voilà tout l'intérêt de tenter de dégrader. Et si je reprends le pion, eh bien, on peut reprendre avec le pion, et dans ce cas-là, vous voyez que ce pion devient isolé. Ce pion doublé est aussi une cible facilement, visée par l'installation d'un cavalier en D4 qui attaquerait B3, F3 et dans certains cas cavalier C2 avec une fourchette. Donc, B4 est particulièrement bien asséné comme coup, justifié au niveau de la position. Mais les blancs, certes, n'ont pas l'obligation de prendre. Ils ont la possibilité de maintenir tout de même cette structure et ils vont jouer ici un coup qui est très fort, que je vous laisse le soin de chercher. Ils vont jouer ici roi E2. Alors on va comprendre pourquoi. Déjà, on va essayer de trouver le coup noir. Et le coup noir est de jouer non pas la prise directe du pion C3, mais jouer tour B8. Ça mérite aussi une réflexion. En fait, tour B8, qu'est-ce que dit Carlsen? Il dit « Je mets ma tour en B8 pour te menacer de prendre en C3 ». Donc, il utilise un principe bien connu aux échecs qui est « La menace est plus forte que son exécution ». Je menace de prendre pour prendre le pion B3 par la suite. C'est mieux que de réaliser la menace, c'est-à-dire de prendre et d'attaquer. Car dans ce cas de figure, la défense blanche pourrait être plus aisée à effectuer, notamment par exemple tour A3. Donc là aussi, une phase intéressante. Tour B8, je menace de prendre le pion C3. Les blancs avaient anticipé cette situation, décident de jouer roi D2 et en fait acceptent finalement de céder leur pion de plus pour obtenir une position jouable au niveau défensif. Donc là, une phase de jeu assez intéressante. Vous avez donc les noirs qui ont cherché systématiquement à créer des cibles et ensuite à les viser. Ils ont réussi leur entreprise, mais le jeu blanc est suffisamment bien armé pour avoir anticipé ce problème et il a cédé donc le pion de plus. Il ne faut pas hésiter lorsque vous êtes en difficulté à donner votre pion de plus. Pourquoi pas? C'est un élément défensif qui a son importance et qui permet de se soulager d'une initiative trop forte de la part de votre adversaire. Les noirs ont retiré leur tour en B7. Il faut dire que, bien sûr, ça serait bien de jouer tour CB6 et de lier les tours sur la colonne B afin de s'infiltrer sur la deuxième rangée. Mais il y a un inconvénient. Vous cliquez sur pause peut-être. Oui. Et bien sûr, vous avez trouvé tour prend cavalier. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était le coup qu'il fallait jouer. Il y a une sorte de surcharge qui s'effectue pour cette tour B6 qui ne peut pas et protéger la tour et en même temps prendre cette tour. Donc tour B2, le coup intermédiaire ne suffira pas. Après roi C1, la même situation pour les blancs, les noirs, je veux dire, s'ils prennent, eh bien la tour en B2 sera prise avec avantage matériel. Bon. Donc, la tour ici donc a pris le pion B3, tour B7. Je vais poursuivre par H4 sans trop de commentaires particuliers. Par contre ici, il faut vous mettre du côté des blancs. Bon, ils ont perdu un pion, mais il faut pas. Mais ils avaient ce pion de plus, donc il ne faut pas lâcher mentalement. Il faut toujours être tonique. Et ici, quel coup jouer avec les blancs? Là aussi, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Ils ont décidé de jouer tour E1. Alors, pourquoi ce coup? Vous pouvez noter que nous sommes dans une phase de jeu qui s'est transformée. Il n'y a plus de pion de plus pour les blancs, mais les cibles sont moins évidentes à attaquer pour les noirs. Il faut regarder de ce côté, enfin du côté blanc, quelles sont les pièces qui ne jouent pas. Et vous savez ce cavalier qui ne joue pas. Certes, il empêche le cavalier dans les F4, mais à part ça, c'est pas grand-chose.
La tourelle a toujours la possibilité de faire pression sur le pion A6, elle est plutôt utile. Cette tour est plutôt bien maîtrisée par le jeu noir sur la colonne. Mais par contre, ce cavalier, c'est vrai, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette tour qui est bien maîtrisée, certes? Eh bien, il va venir en tour 1. Ça va permettre aux deux tours de se lier. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et ça va permettre au cavalier de pouvoir venir en E3 et s'installer éventuellement en C4, où son avenir est quand même plus brillant en C4 qu'en G2. Car de C4, il pourra éventuellement s'installer sur la case 5 centrale. Donc, on voit bien quand même que les blancs, comme les noirs d'ailleurs, essayent d'avoir une présence centrale pour obtenir plus de jeux, plus de possibilités de mettre l'adversaire en difficulté. Donc tour E1 et G, c'est très bien. Roi F6 par la suite, cavalier E3. Bien entendu, on peut discuter sur les différentes possibilités. Je m'attache, comme je vous l'ai dit, au point pédagogique qui pourrait être utile. Ici, après tour D7, les placements de ces deux tours n'est pas particulièrement formidable parce que ces deux tours, en fait, lorsque vous avez un cavalier en E5, peuvent poser problème. Donc, le cavalier vient en C4, ça se justifie. Tour E7 arrive, cavalier E5, tour D6. Le jeu va se résoudre finalement à une répétition. Après tour C6, le cavalier revient en E5. Les noirs ne cherchent pas à plus dans cette partie. Les blancs, finalement, après cavalier C4, vont ici proposer nul par tacite acceptation. En fait, disons que les deux camps sont OK pour la nulle. Voici donc cette partie commentée sur des phases qui peuvent être intéressantes au niveau pédagogique. J'espère que cela vous a intéressé. Suite à la prochaine partie, n'hésitez pas à reprendre la partie au départ pour consolider votre réflexion. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.